Bonjour, je m'appelle Michelle Bray. Je suis une étudiante à la maîtrise à l'École d'urbanisme de McGill. Je vous présente une conversation entre un chercheur et une citoyenne engagée. Le but, mettre en lumière la manière dont la recherche et l'action citoyenne peuvent s'inspirer mutuellement. Un projet rendu possible grâce à une collaboration entre le projet de la Réalité climatique Canada et l'Université McGill. Pour cette première émission, nous avons professeur Benoît Boulet de l'Université McGill et Audrey Despaux de l'Association des véhicules électriques du Québec. Je vous invite à écouter leur discussion sur les raisons pour lesquelles le transport durable est essentiel et indispensable pour améliorer la qualité de vie de tous. L'essentiel du projet de la Réalité climatique Canada est de mobiliser les citoyens qui recueilleront des données en fonction de différents indicateurs afin de faire pression sur les municipalités pour qu'elles travaillent à la réalisation des objectifs de développement durable des Nations unies. De ce côté, l'Université McGill, c'est plus de 200 membres de corps professoral de 35 départements qui sont engagés dans la recherche sur le développement durable. Sans compter plus d'une centaine de groupes et clubs étudiants de McGill qui eux aussi veulent atteindre les objectifs de développement durable des Nations unies. Nous voulons d'abord reconnaître que les bureaux du projet de la Réalité climatique Canada et l'Université McGill sont situés sur les terres qui ont longtemps servi de lieu de rencontre et d'échange pour les Autochtones, dont les nations Haudenosaunee et Anishinaabe. Le projet de la Réalité climatique Canada et l'Université McGill reconnaissent et respectent ces nations en tant que gardiennes traditionnelles de ces terres et eaux. Pour commencer, professeur Boulet de l'Université McGill, veuillez vous présenter et nous dire ce qui vous a attiré dans le domaine de la mobilité durable. Donc, je vous cède la parole, professeur Boulet. Oui, merci Michel. Je suis professeur de génie électrique et mes recherches portent sur le contrôle et l'automatisation pour la durabilité. Je dirige le laboratoire d'automatisation intelligente du Center for Intelligent Machines à McGill, où une part importante de nos recherches concerne le développement de véhicules électriques autonomes, ainsi que les solutions de recharge pour ces véhicules-là. Je suis également directeur du McGill Engine, qui est un centre d'innovation technologique et d'entrepreneuriat. Je me suis impliqué dans la recherche sur les véhicules électriques en raison de mes grandes appréhensions et préoccupations concernant le changement climatique et après avoir réalisé que les ingénieurs électriciens comme moi avaient tout autant à voir avec le développement des véhicules électriques que des ingénieurs mécaniciens ou des ingénieurs en automobile. Et Madame Despaux, alors? Merci, Michel, Benoît. Je suis présentement vice-présidente de l'Association des véhicules électriques du Québec, une association de propriétaires. Je suis conseillère municipale également à Terrasse-Vaudreuil au Québec. Dans le passé, je dirigeais le projet de la Réalité climatique Canada. Donc, je me suis impliquée parce que j'étais très consciente là, de l'impact des transports sur le bilan GES du Canada. Ça représente 30%. Donc, c'est vraiment, c'est pas la seule solution, c'est certainement une des solutions les plus importantes. Et donc, depuis que vous êtes engagé dans vos domaines respectifs, quels ont été les points tournants en matière de véhicules électriques, Madame Despaux? Bien, moi, je dirais chaque année, il y a eu le véhicule électrique évolue très, très rapidement. Le premier véhicule électrique, entièrement électrique là, que j'ai conduit, c'était environ en 2011. C'était un Nissan Leaf de Communauto à Montréal. Et puis, à l'époque, c'est un véhicule qui faisait environ 170 km d'autonomie dans le meilleur des scénarios. Donc, c'était quand même très, très bien là, à ce moment-là. Sauf que depuis ce moment-là, dans les 10 dernières années, ça a évolué tellement rapidement qu'aujourd'hui, on a des véhicules qui sont facilement capables avec le réseau de recharge existant, de traverser le Canada d'une côte à l'autre. Donc, ça a évolué énormément. Mm-hmm. Et de votre côté, professeur Boulet? Oui, je pense que j'ai réalisé que les véhicules électriques remplaceraient les véhicules à moteur il y a environ 10 ans ou un peu plus que 10 ans. À cette époque-là, Tesla avait commercialisé le Roadster, il développait le Model S et Nissan proposait déjà la Nissan Leaf. Mais même avant, je me souviens en 2007 où je visitais le centre de recherche de General Motors au Michigan et j'étais pris dans un trafic monstre sur une immense autoroute pleine de voitures. Il faisait à peu près 30 degrés Celsius et c'était une vision d'enfer avec tous ces véhicules qui étaient bloqués, des milliers.
et qui polluait sans arrêt. Et je me suis dit, on s'en va dans un mur si on ne fait pas quelque chose. Je pense que ça a été un genre de déclic dans ma tête, là, que comme chercheur en génie, il fallait absolument qu'on se penche sur ces problèmes-là. Mm-hmm. Je me souviens aussi d'avoir été impressionné parce que Audrey mentionne d'avoir conduit une Leaf en 2011 et moi, c'est en 2013 que j'ai conduit une Leaf pour la première fois à l'Electric Vehicle Symposium de Barcelone. Et j'ai trouvé ça fantastique. C'est une belle expérience. Et je me suis dit, quand quelqu'un conduit un véhicule électrique pour la première fois, c'est comme si on passait dans une diode, si on était des électrons, on ne peut pas retourner de bord. On ne peut pas revenir en arrière pour des véhicules à essence. L'expérience est très, très, très bonne et positive. Et donc, est-ce que vous pouvez me donner quelques plus et moins associés avec les véhicules électriques? Madame Despots? Oui, en fait, la première chose à dire, je pense, ça vaut pas la peine d'essayer de vendre un véhicule électrique à quelqu'un qui n'a pas besoin de véhicule. Carrément, là, achetez pas de véhicule électrique si vous n'avez pas besoin de voiture. Si vous avez besoin d'une voiture pour vous déplacer, que vous conduisez présentement un véhicule à essence ou diesel, c'est sûr que le passage à un VE va vraiment réduire votre empreinte carbone. Mais aussi votre coût total là, de possession du véhicule, d'utilisation du véhicule. Il y a plusieurs outils qui existent pour calculer l'impact selon le mix énergétique de notre province, selon l'utilisation qu'on fait du véhicule, le kilométrage qu'on fait annuellement, et puis vraiment comparer là, un modèle spécifique de véhicule au modèle de véhicules à essence que vous avez présentement. Donc, moi, je vous recommande l'outil carboncounter.net. Malheureusement, il est disponible seulement en anglais, en tout cas pour le moment. C'est un outil de la MIT, mais il y a quand même plusieurs outils qui existent au Québec aussi, qui sont en français. Il y a Charge Hub, il y a Hydro-Québec qui a son propre outil. C'est un peu plus simple là, dans la manière de calculer, mais c'est quand même très, très intéressant. Je vais aussi mentionner l'impact climatique, mais il y a aussi l'impact au niveau de la pollution de l'air de conduire un VE. Donc, ça permet de réduire beaucoup la pollution atmosphérique. Ça permet de réduire les coûts associés aux problèmes de santé là, publique liés au cancer, la santé cardiovasculaire et respiratoire. Donc, il y a quand même d'autres bénéfices là, à considérer dans le passage au transport électrique. Professeur Boulet, est-ce qu'il y a d'autres plus qui est ajouté, peut-être des moins aussi? Je suis d'accord avec ce que Audrey a dit. Il y a des grands bénéfices environnementaux, mais aussi, je veux parler un peu de l'expérience personnelle de la conduite d'un véhicule électrique, dont j'ai l'expérience depuis à peu près 4 ans. Là, la première surprise qu'on a, c'est quand on démarre un véhicule électrique, c'est que c'est complètement silencieux. On a l'impression qu'on ne l'a pas démarré, mais en fait, le véhicule est prêt à accélérer. Et on pèse sur la pédale et ça décolle très rapidement, très doucement en même temps. Il y a comme un grand contrôle du couple sur les roues du véhicule qui fait qu'on a l'impression de conduire quelque chose qui répond immédiatement à nos désirs, à nos commandes. Donc, ce sont des véhicules qui sont très pépés d'habitude, qui accélèrent vivement, mais qui sont aussi très, très, je dirais un anglicisme, contrôlables. C'est-à-dire qu'on peut vraiment contrôler la vitesse et l'accélération et décélération. Quand on lève le pied de la pédale, il y a un couple négatif qui freine le véhicule. Et ce couple négatif-là, il vient des moteurs ou du moteur qui se change momentanément en génératrice et qui va remettre l'énergie cinétique du véhicule, va la transformer en électricité pour recharger la batterie. Donc, c'est de l'énergie qu'on sauve, qu'on ne dépense pas en chaleur avec des freins à friction. Et ce qui fait que les véhicules électriques sont des véhicules extrêmement faciles à conduire avec un seul pied pour accélérer, décélérer, et qui fait aussi qu'ils sont idéaux, en fait, pour les conditions hivernales. Des fois, les gens pensent l'hiver, j'ai des problèmes de batterie sur ma voiture à combustion, ça va être pire avec un véhicule électrique. Non, pas du tout. Moi, j'ai conduit dans les moins 30 sans aucun problème, alors que je voyais plein de véhicules à combustion qui ne partaient pas.
Donc, mais en fait, sur la glace et sur la neige, c'est beaucoup plus facile de contrôler un véhicule électrique, à mon avis, là, puis j'ai beaucoup d'expérience de conducteur. Là, j'ai conduit beaucoup de véhicules, c'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus sécurisant. Un autre avantage très perceptible en hiver, c'est l'absence d'odeur fortement désagréable. Quand on part un véhicule dont le catalytique n'est pas prêt, puis je veux dire, ça pue, c'est incroyable. Là. Et quand tu conduis un VE depuis un bon bout de temps, tu n'es plus capable de sentir ça. Tu te dis, ça se peut pas que j'ai enduré ça toutes ces années-là, véhicule à essence. Bon, donc, il y a peut-être des points qui paraîtraient négatifs, ils ne sont pas vraiment, c'est les points d'autonomie. Peut-être sur certains modèles qui ont un peu moins d'autonomie, mais les modèles récents ont au moins 350 km d'autonomie. Et c'est sûr qu'en hiver, quand il fait moins 30, tu n'auras pas 350 km, tu vas peut-être en avoir 200. Donc, il faut planifier un peu. Mais il y a de la recharge rapide maintenant qui fait qu'on peut se recharger assez rapidement. Bon, c'est peut-être les petits défauts, mais en fait, moi, je les vis pas. Là. Je vois pas vraiment ces défauts-là. Il faut planifier un peu ses déplacements, mais avec les nouveaux véhicules qui ont une autonomie très, très élevée, ça se pose même plus. Là. Il n'y a même plus ce problème-là, en fait. Les véhicules qu'on peut acheter aujourd'hui vont jusqu'à 660, 670 km d'autonomie. C'est absolument égal avec l'autonomie d'un véhicule à essence. Donc, pas trop de problèmes de ce côté-là quand même. Oui, donc on voit qu'il y a des bienfaits environnementaux pour la santé publique, économique et juste de l'usage plus facile et agréable. Donc, qu'est-ce qui sont les défis à relever pour qu'ils soient déployés dans les villes plus rapidement, Monsieur professeur Boulet? Oui, bon, un des avantages qui n'est pas apparent aux gens qui pensent que la recharge, ça va être une grande problématique, c'est qu'un véhicule électrique, c'est comme un téléphone cellulaire. On le recharge pendant la nuit et on oublie ça. Ça prend 3 secondes de brancher un véhicule électrique quand on arrive à la maison. Si on a la chance d'avoir, évidemment, accès là, à du courant 200, de la tension 230 volts, c'est très, très facile. Donc, à tous les matins, on se lève avec un véhicule qui a une autonomie complète. Donc, il n'y a pas de... Même c'est plus facile que de devoir aller à une station d'essence une fois par semaine ou 2 fois par semaine. Là où ça se corse un peu, c'est évidemment dans les grandes villes où il y a des grands édifices à multiples logements et il y a des stationnements soit intérieurs ou extérieurs où c'est un peu plus difficile à mettre des services de recharge. Pourquoi? Parce que premièrement, ça prend des normes. Il faut respecter des normes pour avoir ces équipements-là. Mais aussi, c'est un peu difficile parfois d'avoir un accord entre les propriétaires, que ce soit un condo, un building à condo, ou alors les propriétaires du building, de se mettre, d'investir, disons, dans un certain nombre de chargeurs pour satisfaire disons, la centaine d'appartements ou, je sais pas, aux 50 appartements qui sont dans l'édifice. Alors, sur ce point-là, il y a du travail à faire, mais je pense que ça évolue quand même très vite. Madame Despots, vous avez sûrement de quoi ajouter du côté municipal. Ben oui, je ferais du pouce sur ce point-là, en fait. La recharge, ça peut ne pas être un défi du tout pour la plupart des conducteurs de véhicules électriques, surtout ceux qui habitent en maison unifamiliale. Mais pour ce qui est des villes en tant que telles, donc les endroits qui sont un petit peu plus denses, avec beaucoup plus de bâtiments multilogements, là, c'est là que ça peut se corser quand même pour les propriétaires ou les occupants de ces unités-là. Ça peut être très difficile et très coûteux pour eux d'installer une borne de recharge. Il faut d'abord que la capacité électrique soit présente. Donc, c'est très, très, très important de bâtir des nouveaux bâtiments en 2021 et dans le futur qui vont être capables, qui vont être équipés, en fait, avec la capacité électrique et avec le filage nécessaire là, pour recharger les véhicules électriques. Donc, s'il y a un espace de stationnement, il devrait y avoir une capacité là, pour recharger un véhicule électrique. La bonne nouvelle, en fait, c'est que les villes ont beaucoup de pouvoir là-dessus.
c'est possible pour les villes d'exiger dans leur réglementation de zonage qu'il y ait que ces nouveaux bâtiments-là soient bâtis avec la capacité nécessaire. Donc, il y a plusieurs municipalités en Colombie-Britannique qui ont déjà fait ce pas-là il y a quelques années. Il y a quelques municipalités au Québec qui ont commencé à le faire. Il y a Laval, Val-d'Or et Granby qui l'ont fait récemment. Qui ont adopté ces exigences-là. Et donc, c'est la solution, je dirais, la plus prioritaire, mais aussi une solution qui coûte rien aux villes. Donc, oui, même si c'est important d'installer l'infrastructure de recharge sur rue, en bordure de trottoir, parce que c'est pas toutes les unités qui ont accès à un stationnement privé, mais ces bornes-là ne pourront pas répondre à tous les besoins. Donc, c'est très, très, très important dès maintenant là, de passer cette exigence-là. Super, merci beaucoup à vous deux pour vos contributions. Donc, peut-être une dernière question. Comment est-ce que vous voyez l'avenir du transport durable? Professeur Boulet. Oui, merci Michel. Donc, je dirais que outre les transports en commun électriques dans les grandes villes qui doivent continuer à se développer, ça c'est certain, moi je vois l'avenir du transport personnel avec des véhicules autonomes électriques. Donc, ce qu'on appelle les robots-taxis, qui vont offrir un maximum de confort et au moindre coût, parce que le coût par kilomètre va être le moins élevé, en fait, quand la technologie va être à point. Et on n'a qu'à penser à quand Uber est arrivé sur le marché, comment ça a fait un grand changement là, dans l'industrie du taxi. On l'a tous vécu là, en voyageant un peu dans le monde avec l'app. Partout où on appelle un Uber en 2 minutes. C'est extrêmement facile. Là, il faut penser que les véhicules comme Uber vont arriver, mais sans chauffeur. Ça va être des véhicules autonomes. Ce qui est quand même peut être un avantage là, pour la sécurité des gens, mais il va falloir évidemment que la technologie soit à point. Il va y avoir un moment de transition. C'est quand même tout un problème d'intelligence artificielle. Là. Il ne faut pas penser que c'est très, très facile. Par contre, les grands joueurs sont extrêmement impliqués, investissent des centaines de milliards de dollars là-dedans. Donc, on le voit très bien, c'est l'objectif ultime, c'est le endgame en anglais. Tous les grands constructeurs automobiles et les compagnies de technologie, les grandes compagnies technologiques dépensent des milliards de dollars là-dedans pour arriver avec un robot-taxi, une solution à la demande. Madame Despots, est-ce que vous voyez l'avenir de la même manière? Absolument, je pense que ça en fait certainement partie. Entre-temps, moi, ce que ça me fait penser, c'est que la transition vers l'image du véhicule là, qui est 100% autonome, qui se promène tout seul, qui va chercher son passager, il y a quand même une transition qui se fait. Et puis, ces technologies-là sont en partie là, déjà disponibles sur plusieurs véhicules, ce qui fait en sorte que on les voit plutôt comme des technologies qui assistent le conducteur, qui est, disons, je dirais une paire de yeux de plus, mais en fait, c'est dans certains cas 8 paires de yeux de plus, là, selon le nombre de capteurs, de caméras et de toutes sortes là, qui sont installés sur les véhicules. Ça permet de sécuriser les routes, pas seulement pour les occupants du véhicule, mais aussi pour les cyclistes, les piétons et les autres véhicules qui se trouvent à proximité. Donc, ça a quand même un impact là, déjà aujourd'hui. Mais par rapport à ce qui s'en vient dans le futur, moi, la première chose qui me vient en tête, c'est vraiment le coût des batteries qui diminue, la technologie qui s'améliore. Puis ça fait en sorte que avec une énergie plus dense dans les batteries, puis les coûts de batterie qui descendent, les véhicules électriques deviennent aussi moins coûteux et beaucoup plus accessibles. Donc, le coût d'achat là, d'un véhicule électrique, il y a plusieurs études qui démontrent qui prédisent plutôt que le coût d'achat va être à parité ou équivalent là, à celui du coût d'achat d'un véhicule à essence d'environ 3 à 4 ans pour une automobile. Donc ça la ligne de temps, disons, dépend de la grosseur du véhicule, du type de véhicule, mais en gros, je pense qu'on va voir ça très, très rapidement. Entre-temps, est-ce que ça veut dire qu'on devrait attendre 3 à 4 ans pour s'acheter un véhicule électrique? En fait, je dirais l'opposé. De mon côté, je suis déçue d'avoir attendu jusqu'à 2019 pour avoir fait la transition. Il y a beaucoup, beaucoup d'économies là, qui peuvent être réalisées quand même sur le coût d'opération. Donc, le coût total de possession du véhicule électrique est déjà à égalité. Là.
Merci énormément. Donc, ça, c'est la fin de notre discussion en français. Merci, professeur Boulet et Madame Despaux. J'espère que nos auditeurs ont élargi leurs connaissances sur les véhicules électriques. Pour en savoir plus sur les indicateurs et les façons de collaborer avec votre municipalité, rendez-vous sur climatereality.ca/NCL. Et pour en savoir plus sur ce que font les chercheurs et les étudiants de McGill en matière de développement durable, visitez mcgill.ca.